Un tournant historique est à l'œuvre. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the crossroads. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. L'homme est en train de changer. La première. On vit peut-être un tournant là. Déclic. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain? Arnaud Ruyssen. Le wokisme existe-t-il ? Pour certains, en particulier du côté de la droite conservatrice et de l'extrême droite, il est une menace totalitariste, un danger mortel pour nos démocraties. Pour d'autres, le wokisme n'existe pas et est juste une expression fourre-tout bien pratique pour dénigrer les diverses luttes contre les discriminations, pour démonétiser le combat qui vise à déconstruire les mécanismes de domination. Pourtant, derrière ce match très clivé autour d'un terme, il y a de vraies évolutions de nos sociétés, à l'œuvre ou en germe. Il y a des questions sur notre façon même de faire société, et c'est tout ça que nous allons tenter d'explorer le temps d'un épisode. We say very clearly in the state of Florida, we will fight the woke in the legislature, we will fight the woke in education, we will fight the woke in the businesses. We will never ever surrender to the woke mob. Our state is where woke goes to die. L'homme que vous entendez en train de promettre une grande bataille contre le wokisme, c'est Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, candidat à l'investiture républicaine pour la présidence des États-Unis. Et sa ligne politique de campagne en rappelle d'autres, comme celle de Marine Le Pen lors de la présidentielle en France. L'idéologie woke, c'est la fragmentation de communautés en groupes hostiles les uns aux autres. C'est le triomphe d'identités artificielles exacerbées par des groupuscules minoritaires. C'est la négation de la science. C'est la mise en danger psychologique des enfants. C'est finalement la théorisation de la haine de tous contre tous, la guerre de chacun contre chacun. Alors, y a-t-il vraiment une idéologie woke ? Est-ce une pure construction de l'extrême droite et de la droite conservatrice ? Ou y a-t-il, derrière le combat sur les mots et le match des caricatures simplistes, des évolutions politiques profondes de nos sociétés à analyser ? J'ai décidé, pour tenter d'y voir clair, de prendre rendez-vous avec deux philosophes. Je m'appelle Nathalie Grandjean, je suis philosophe. Je travaille pour le moment à l'Université Saint-Louis avec un mandat du FNRS, chargé de recherche. Et je travaille sur les questions numériques, je travaille aussi beaucoup sur les questions de féminisme, d'écoféminisme et aussi d'humanité environnementale. Vincent de Corbiter, philosophe de formation, professeur à l'ULB en philosophie sociale et politique contemporaine. Vincent de Corbiter et Nathalie Grandjean, à qui j'ai proposé une série de questions similaires afin de pouvoir croiser leurs regards et tenter d'un peu mieux comprendre, sans prétention aucune de faire un tour exhaustif de la question. Commençons par le commencement et l'origine même de ce terme woke. En fait, c'est une version parlée, une version argotique du terme « awake », en anglais, littéralement « éveillé ». Il a commencé à être utilisé dans la communauté noire américaine après la sortie de l'esclavage, dans une société encore pétrie de discrimination et de violences racistes. Et donc, « stay woke », c'était une injonction à l'émancipation, une invitation aussi à rester sur ses gardes au quotidien face aux conséquences d'un racisme structurel et profondément ancré. Cette notion d'éveil des Afro-Américains apparaît donc déjà à la fin du XIXe siècle, mais elle va être remobilisée et largement utilisée dans le cadre du mouvement Black Lives Matter dans les années 2010. Depuis toutes ces pensées en fait afro-américaines qui invitent à rester éveillés aux dominations structurelles qui tombent sur eux, c'est comme une espèce d'ancienne ou de récurrence comme ça, de rester
éveillé, de rester vigilant surtout aux dominations qui incombent ici aux personnes noires. Et par extension, ça incombe aussi à toutes les personnes qui subissent des discriminations liées au genre, donc liées à la race, liées au genre, mais liées aussi au sexe, liées aussi à la classe, enfin, toutes ces dominations qui font qu'il y a des dominants et des dominés. Une notion donc d'éveil et d'attention à toutes les logiques de domination, aux discriminations, mais pas pour autant, nous dit la philosophe Nathalie Grandjean, une idéologie. Ceux qui disent, le wokisme, c'est cet ensemble, c'est une idéologie qui regrouperait tout ça, finalement, mettent ensemble des éléments qui ne sont pas supposés aller ensemble, dans la mesure où c'est les gens qui s'inscrivent dans ces luttes, même s'il y a une solidarité et ce qu'on appelle aussi parfois une tendance, ou en tout cas une exploration de ce qui pourrait être une convergence des luttes, il n'y a personne, en fait, parmi les activistes ou les militants qui va se définir comme woke, sauf peut-être comme le retournement d'un stigmate ou d'une insulte qui leur est adressée. Nathalie Grandjean note d'ailleurs que les militants qui mènent ces différents combats concomitants, contre le racisme, sur le genre, sur une écologie radicale aussi, ne se définissent pas comme woke et encore moins comme wokistes. Si vous voulez, le wokisme, ça n'existe pas. C'est comme quand, il y a 10 ans, on a eu une polémique autour des théories du gender. La théorie du gender, ça n'existait pas. Il y a évidemment un ensemble de champs de recherche académiques qui s'intéressent au féminisme, aux luttes LGBT, au genre, etc. Mais le wokisme en tant que tel, comme ça, tel que défini par ses détracteurs, n'existe pas. Par contre, il me semble que ce qui existe, c'est la polémique qui est née aux États-Unis, qui s'exporte en Europe. Donc peut-être qu'on pourrait dire que le wokisme, c'est ce phénomène de débat, de controverses ou d'objets politiques radicalisés et radicalisants, dans lequel un ensemble de citoyens et citoyennes commence à se disputer. Je pense que le wokisme, on pourrait peut-être le définir comme ça, avec des tensions qui, pour moi, sont des tensions de l'ordre de la panique morale, c'est-à-dire avec des conservateurs et des progressistes, pour le dire un peu de manière très, très plate peut-être, mais je pense qu'effectivement, ceux qui dénoncent ou qui désignent en fait les wokistes ont sans doute une vision plutôt conservatrice en fait de ce que devrait être la promotion de l'égalité, la lutte contre le racisme, le changement, les luttes contre le changement climatique, etc. Donc, le wokisme n'existerait que par le prisme de la dénonciation un peu fourre-tout par une droite conservatrice d'une série de luttes, certes concomitantes, mais qui ne sont pas, nous dit Nathalie Grandjean, reliées par une idéologie commune. Mais alors, réalité ou fantasme, ce wokisme ? Les deux. Ce qui est réel, c'est toute la discussion, les polémiques, le conflit autour de cet objet politique qu'est le woke, et en même temps fantasme dans le sens où non, le woke n'est pas une espèce d'idéologie structurée autour d'une série de luttes, ça n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est le conflit politique. Alors, cette question de la réalité ou du fantasme, je l'ai évidemment posée aussi à Vincent de Corbiter, avec un début de réponse identique. J'aurais tendance à dire les deux. Mais pour des raisons un peu différentes. Il y a une dimension de fantasme si on prend en compte le fait que wokisme est un terme péjoratif, comme la plupart des termes en isme, utilisé par les adversaires de la mouvance, la pensée, la nébuleuse woke. Et des adversaires qui, avec des arguments plus ou moins solides, dénoncent un danger massif, imminent, parfois largement exagéré. Donc à ce titre-là, il y a une dimension de fantasme. Cela étant, le terme de wokisme vient de woke, qui n'est pas un terme inventé par les adversaires de cette nébuleuse ou de ce mode de pensée. Woke, c'est, si j'en crois les meilleures sources que j'ai pu consulter, un terme qui a été forgé dans les milieux de militants noirs aux États-Unis, qui s'est répandu dans les campus universitaires américains dans les années 2010. Et donc, si on parle de woke, et j'essaierai d'employer plutôt le terme de woke, là, on n'a pas de connotation péjorative, et c'est un mouvement qui se désigne lui-même de cette manière, et qui a, me semble-t-il, suffisamment d'éléments communs, de cohérence pour qu'on puisse dire qu'il y a une réalité. Il y a quelques grandes thèses partagée par ce que j'appellerais plutôt une nébuleuse, l'idée qu'il faut déconstruire le système social, parce que, sous l'angle des identités, il apparaît ce système social comme un empilement de constructions arbitraires, dominatrices et discriminantes.
Sous l'angle des identités, ce qu'on va surtout travailler, ce sont des langages, des représentations, des comportements. C'est moins la question de l'égalité des droits qui peut être traitée sur un tout autre terrain que tout ce qui relève des pratiques de domination, y compris inconscientes ou implicites. Et il y a un troisième geste, notamment dans la littérature scientifique, d'inspiration woke, qui est une lutte contre les sciences établies, considérées, y compris la biologie et même les mathématiques, comme des sciences qui ont été socialement construites par des dominants avec des effets d'écrasement, d'oppression ou de discrimination. On peut penser par exemple à la dimension très raciste de la biologie au 19e, encore une partie du 20e siècle. Et donc en réaction, il y a un refus de ce qu'on appelle la neutralité axiologique. L'objectivité serait un mythe qui lui-même sert les dominants. Donc, moi, j'ai tendance à considérer qu'il y a bien une forme d'existence d'un esprit, d'une nébuleuse de pratique woke qui n'empêche pas des tensions internes et qui ne signifie pas que tout le monde a un programme partagé avec cette menace alors du coup de s'emparer de toute la société pour tout transformer en vertu de ce paradigme. Donc, si pour Nathalie Grandjean, il n'y a pas une pensée, un combat woke unifié, mais plutôt certaines convergences ou généalogies communes à plusieurs luttes concomitantes, pour Vincent de Corbiter, il y a bien une nébuleuse woke avec de vraies convergences, mais aussi des divergences et des conflits internes. J'en profite pour tout de suite rebondir sur le terme nébuleuse qui me paraît un peu péjoratif. D'abord, en allant voir au dictionnaire, une nébuleuse, c'est au sens propre un amas de gaz et de poussière interstellaire, et au sens figuré, un amas de choses dont les relations sont imprécises et confuses. Du coup, je demande à Vincent de Corbiter de préciser ce terme de nébuleuse. Parce qu'il y a des composantes multiples dont les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des féministes qui ne sont pas du tout à l'aise devant une partie du combat en faveur des personnes transgenres et des droits des transgenres. Ce n'est pas la même priorité de travailler, par exemple, à la visibilité, instituer des femmes par l'écriture inclusive, par la féminisation des noms de métiers, ou sur la question du langage, de travailler dans une optique de déconstruction de la binarité des sexes, de travailler à effacer toute différence des sexes dans le langage en disant il faut abandonner les pronoms il et elle au profit de yel, abandonner des termes comme père et mère au profit de parents, parce que tous ces termes sont genrés. Ce n'est pas la même chose de militer pour une liberté individuelle de choisir son identité de genre au-delà de son identité sexuée déterminée par le corps, avec donc là un primat de la liberté. Je me choisis femme alors qu'en fait, biologiquement parlant, je suis considéré comme un homme. Ce n'est pas le même type de combat que le combat antiraciste consistant à dire la racialisation est partout. Les Blancs racisent toutes les personnes de couleur. C'est une constante de la société. Il faut l'assumer et renverser la domination ou créer un rapport d'égalité au risque d'essentialiser en quelque sorte les différences entre les groupes et de considérer que chacun doit être solidaire de son groupe d'appartenance racisé pour réagir contre la domination des Blancs racistes. Parce que là, vous êtes plutôt dans une logique collective. Là où un certain combat trans privilégie le choix individuel. Donc, je parle de nébuleuse pour tenir compte de certaines tensions ou incohérences internes et des hiérarchies de priorités qui ne sont pas les mêmes. Voilà, qui souligne quand même que rassembler tous ces combats, qui ont des traits communs, mais aussi de vraies divergences de fond, sous un même vocable de woke ou de wokisme, relève d'un simplisme forcément réducteur. Qu'à cela ne tienne, la désignation un peu fourre-tout de toutes ces luttes, la montée en épingle de certaines paroles ou attitudes plus radicales, semble aujourd'hui effrayer une partie de la société, au point que c'est devenu pour la droite conservatrice et l'extrême droite un thème mobilisateur de campagne. Mais comme le remarque Vincent de Corbiter, les critiques ne viennent pas que de la droite conservatrice.
Il y a aussi des critiques du wokisme tel que ces critiques l'appellent du côté de la gauche, et notamment une gauche soit de sensibilité universaliste, laïque, qui est mal à l'aise devant ce qu'elle estime être des dérives communautaristes ou des formes d'essentialisme ou de fétichisation des identités, soit, et parfois les mêmes, une gauche attachée un combat prioritaire qui est la lutte contre l'exploitation, qui est la lutte pour les enjeux socio-économiques, de l'émancipation des personnes qui sont écrasées par le capitalisme et qui observe que dans la mouvance woke, la priorité, comme le disent d'ailleurs les défenseurs même de cette nébuleuse, est donnée plutôt à la question des identités, de l'altérité, de la déconstruction des dominations symboliques plutôt qu'à la lutte sociale classique. Et donc il y a des critiques de gauche aussi, pas seulement des critiques de droite et d'extrême droite. Alors, au-delà des exploitations politiques, tâchons de bien comprendre d'où vient le malaise. Et partons pour cela d'une polémique récente dont le PAF, le paysage audiovisuel français, a le secret. Une polémique qui met en scène l'écrivain et critique littéraire Frédéric Beigbeder à la suite de la sortie de son dernier roman « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé ». Un livre de confession personnelle, comme son nom l'indique, où il estime qu'aujourd'hui, être un hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, c'est devenu compliqué. Léa Salamé lisait un passage de cet ouvrage dans son émission « Quelle époque ?» sur France 2. Vous dites que chaque fois que vous croisez une femme, vous l'imaginez en train de faire l'amour. Vous écrivez aussi, chaque femme que je croise est scannée systématiquement au rayon X, je veux dire transformée en film X de manière instantanée. Enfin, pardon, mais même il généralise, il ne parle pas que de lui. Il dit les hommes sont comme ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous êtes comme ça ? Ça, c'est des phrases que vous sortez d'un passage, mais le livre évolue. Et j'essaye d'analyser cette espèce de désir frénétique. Chaque fois que vous croisez une femme, vous l'imaginez en train de faire l'amour, sérieusement ? Je trouve que ça peut avoir quelque chose de beau, les fantasmes. C'est la vérité de l'homme, et qu'on ne vous touche pas, c'est uniquement parce que la loi l'interdit, quand même. Non, mais ça, oui, ça va un peu loin, mais c'est vrai. Les propos de Zemmour, qui disait que l'homme est un prédateur sexuel civilisé. C'est quasi du Zemmour, là. Non, mais je pense que le désir hétéro a quelque chose de beau et de sacré. Je suis désolé. Un passage télévisuel et des extraits de livres qui ont suscité une large polémique. Et quelques jours plus tard, voilà ce que dit Frédéric Beigbeder. Alors là, c'est sur CNews, la très conservatrice chaîne télé de Vincent Bolloré. Je vous le dis franchement, je ne croyais pas que le wokisme, ça existait. Je pensais que c'était un fantasme de CNews et de Valeurs Actuelles. Je le dis sans agressivité. Et en réalité, je découvre que c'est la vérité, qu'il y a vraiment des militants violents qui veulent censurer un livre. Et sur le plateau de C'est à vous, il complète. Ce qu'on voit en ce moment, c'est clairement une tentative pour disqualifier un auteur sans lire son livre. C'est ça qui se passe. C'est la cancel culture, quoi. C'est exactement ce que je raconte dans le livre qui est en train de m'arriver. Est-ce qu'on a envie d'être solidaire envers sa tristesse, alors que finalement, c'est quand même quelqu'un qui jouit de beaucoup de privilèges. C'est-à-dire, c'est un éditeur, c'est quelqu'un qui est édité sans problème, qui a probablement une vie confortable en termes financiers, qui effectivement, en tant qu'homme blanc, cinquantenaire, j'imagine qu'il doit avoir, voilà, jouit de certains privilèges. Alors le fait qu'à un moment on lui dise, écoute, tu en as eu assez, peut-être que tu dois partager, parce que alors c'est sûr, moi je le traduis comme ça, et la réponse qu'il lui est donnée est sans doute extrêmement violente, c'est extrêmement perturbant, parce que lui ne s'est jamais vu probablement comme quelqu'un qui était un dominant en fait. Et donc effectivement le miroir qui est tendu à ces gens qui se voyaient comme des gens progressistes, ouverts d'esprit, qui est un miroir en disant en fait tu es aussi un dominant, est extrêmement difficile à vivre, parce qu'en fait c'est pas très gai de se voir comme quelqu'un qui est à l'inverse de ce qu'on se croyait être. Et Nathalie Grandjean s'en réfère d'ailleurs à sa propre expérience pour mesurer justement à quel point c'est un chemin complexe et qui peut expliquer des crispations. Moi-même qui suis blanche, ça ne se voit pas à la radio, mais qui suis blanche, et donc comme je l'ai dit, à l'université, avec eu la capacité d'aller à l'université, d'étudier, de faire un doctorat, etc. J'ai des privilèges, et donc certainement qu'il y a des fois où je suis mal à l'aise aussi dans certaines situations en me disant mais là, je n'ai pas ma place, ou bien c'est en fait une violence qui se retourne, si vous voulez. Et donc, je pense que c'est ça aussi qu'on doit être prêt à entendre, qu'on exerce malgré nous aussi de la violence sur d'autres personnes que nous.
Et que même si on est plein de bonnes intentions, on exerce une forme de violence qui n'est pas intentionnelle due à notre propre chef, mais qui est structurelle, en fait, qui structure la société. Et donc oui, c'est pas très gai, et j'imagine tout à fait que c'est un deuil à faire, en fait, de se voir comme quelqu'un d'éminemment progressiste. Et ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas, mais simplement on incarne aussi cette domination structurelle. Cet élément-là, j'ai l'impression qu'on le retrouve très souvent dans les discours de ceux qui dénoncent ce qu'ils appellent le wokisme. Et pour Vincent de Corbitaire, cela peut expliquer pourquoi ce terme dénigrant de wokisme est de plus en plus mobilisé par une frange de la société inquiète de lignes qui sont en train de bouger. Mais je pense qu'il est mobilisé par les adversaires une fois qu'ils prennent conscience qu'il y a une transformation à l'œuvre avec un mouvement puissant dont le ressort fondamental, ce sont bien les discriminations subies. Ça, je pense qu'il faut quand même le dire face à des critiques qui se demandant d'où vient le wokisme, ont des interprétations psychologiques, sociologiques, au lieu de commencer par la racine, à savoir qu'il y a une réaction des personnes qui vivent au quotidien des discriminations plus ou moins rudes, voire dans certains cas vraiment très difficiles à supporter, et qui décident de ne plus les supporter. C'est ça quand même, je pense, la base du développement. Et à partir du moment où cette réaction offensive commence à obtenir des résultats et une visibilité et des transformations concrètes en conséquence, un certain nombre de personnes qui sont directement mises en cause ou qui voient simplement leur mode de pensée, leur système de représentation questionné, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment un travail de déconstruction systématique des stéréotypes, des modes de comportement, des représentations du langage. Ces personnes-là peuvent à un certain moment s'inquiéter, se dire mais on est occupé à défaire le monde dans lequel j'avais l'habitude de vivre et qui me paraît raisonnable et sensé. Et alors on a cette réaction habituelle d'opposition, d'hostilité et de caricature de l'adversaire, de la même manière que les woke peuvent eux aussi caricaturer de façon très discutable leurs adversaires, qui sont très rapidement diabolisés. Vous êtes opposé à telle ou telle thèse, vous êtes immédiatement rangé dans les islamophobes, les transphobes, les homophobes, etc., etc., avec un raccourci consistant à dire, si vous avez des critiques, ça n'est pas parce que rationnellement il y a de quoi discuter, c'est parce que votre intention c'est de nous nuire. L'aspect un petit peu paranoïaque et la caricature de l'adversaire, à mes yeux, est présent des deux côtés. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur un autre cas qui avait suscité des critiques particulièrement virulentes de ceux qui dénoncent une forme de cancel culture. C'est le cas d'Amanda Gorman. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President. Cette jeune poétesse afro-américaine avait déclamé un texte très fort et très touchant lors de l'intronisation de Joe Biden comme président des États-Unis. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what... À la suite de cela, une maison d'édition néerlandaise qui voulait publier les textes d'Amanda Gorman demande à une auteure-traductrice néerlandaise, Marieke Lucas Reineveld, de traduire son œuvre. Mais voilà, quelques activistes montent au créneau et estiment que c'est une personne noire qu'il aurait fallu choisir pour cette traduction et non une auteure blanche. Marieke Reineveld finira du coup par renoncer à réaliser cette traduction. Un cas considéré comme emblématique du wokisme pour ses détracteurs et qui a suscité beaucoup d'incompréhension chez des personnes pourtant très attachées à la lutte contre le racisme. Alors c'est sûr que maintenant, on a cette espèce de drôle de truc où tu ne peux pas parler parce que tu es blanche, tu ne peux pas parler parce que tu n'es pas noire ou parce que tu n'es pas lesbienne, etc., qui effectivement provoque comme ça des espèces d'effets d'autocensure et finalement beaucoup de violence et beaucoup de tristesse. Mais ce qu'il y a derrière, je pense, c'est à un moment aussi le ras-le-bol ou la tristesse ou la colère face à l'impossibilité de se faire entendre. Alors, c'est très maladroit probablement, enfin pas probablement, c'est très maladroit de dire une femme noire pour parler de la réalité des femmes noires uniquement, et sinon on ne peut pas parler. C'est extrêmement radical et maladroit, et en même temps, ça raconte quelque chose sur un moment des décennies
comment dirais-je, de prises de parole qui n'ont jamais pu se faire, et de gens surtout qui parlent à notre place, à la place d'eux, et qui ne sont pas forcément les plus représentatifs, ou finalement qui n'y connaissent rien, qui plaquent juste leur vision des choses, même si c'est une vision bienveillante. Et donc à un moment, il y a un ras-le-bol, et donc il y a une espèce de colère. Cette idée de ne plus laisser parler les autres à notre place, elle a été facilitée sans doute par l'émergence du web et des réseaux sociaux, qui a permis à toute une série de luttes de s'organiser et à des voix qui n'avaient pas accès à la parole publique jusque-là de se faire entendre. Et c'est concomitant avec des évolutions importantes aussi dans le monde de la recherche universitaire, par exemple, où des approches de recherche féministes et décoloniales vont progressivement gagner du terrain. Ainsi, par exemple, à la fin des années 80, la biologiste et philosophe féministe Donna Haraway conceptualise l'idée de savoir situé, qui suppose de s'interroger sur la position du chercheur ou de la chercheuse qui produit de la connaissance, sur les limites de sa vision et sur les relations de pouvoir dans lesquelles il ou elle s'inscrit. Une approche de la science qui, pour le dire en très simplifié, remet en question la notion d'objectivité, puisqu'elle serait plutôt, en réalité, à considérer comme une subjectivité blanche, masculine et hétérosexuelle. Cette conception suscite évidemment là aussi la controverse et est agitée souvent comme repoussoir, notamment dans ce discours de Marine Le Pen durant la dernière campagne présidentielle française. L'idéologie woke, c'est la négation de la science, l'injonction à l'autoflagellation historique. La majorité des Français trouvent cela fou. Je viens leur dire qu'ils ont raison. Loin de ces caricatures, agitées par l'extrême droite, Nathalie Grandjean estime au contraire que ces savoirs situés sont venus plutôt enrichir la science. On peut faire des sciences humaines, on peut fabriquer des savoirs critiques, mais qui soient des savoirs dont on sait que la neutralité n'existe pas. Donc c'est ce qu'on appelle les épistémologies du positionnement. Là, je vais parler plutôt des féministes parce que c'est ce que je connais le mieux. C'est de dire finalement une science neutre et objective, c'est-à-dire des savoirs critiques comme ça, qui seraient tout à fait neutres. En fait, ça n'existe pas. Même si on a l'impression qu'on le fait, même si on se donne tous les moyens, on est toujours en train d'engager une forme de subjectivité. Donc, on est en train d'engager son point de vue, sa perspective, tout ce qu'on a, tout ce par quoi on a été socialisé, ce par quoi on a lu, etc. Tout ce qui nous a formés fabrique déjà une lunette. Et donc, effectivement, cette neutralité qu'on essaye de chercher est une neutralité un peu factice. Et les savoirs, ce qu'on appelle les savoirs situés, par exemple, ça c'est Donna Haraway qui présente ce terme-là, cette proposition-là. Elle dit un bon savoir, finalement, c'est un savoir qui réussit à agréger tous les points de vue, qui permet de faire exister finalement une réalité. Et donc, je pense qu'ici, à mon avis, une des clés peut-être pour déconstruire cette espèce d'idée qu'il y aurait une idéologie, et puis les autres qui disent « mais nous, on ne fait pas d'idéologie, on fait du savoir », c'est peut-être en fait accepter, et je pense que là, même si c'est dur à accepter, il n'y a pas de savoir neutre en fait. La neutralité n'existe pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est des savoirs qui sont conscients de ce qu'ils engagent dans la fabrication de leurs propositions sur le réel. Vincent de Corbiter constate aussi tout ce que cette approche peut apporter à la science, mais à certaines conditions. C'est effectivement un enrichissement bienvenu parce que il n'y a pas que dans ce domaine qu'on peut le dire, on le dit aussi sur un plan social. Les personnes qui vivent une expérience sociale spécifique sont a priori bien placées pour en parler, mieux peut-être, au moins en un premier temps, que des personnes qui ne la vivent pas du tout. Donc en tant que tel, moi ça me paraît un enrichissement. Les deux problèmes réels qu'on peut y voir à mes yeux, ce serait l'idée que seules les personnes qui participent à titre individuel de cette expérience seraient légitimes pour en parler. Comme si, par exemple, le travail de Pierre Bourdieu, homme, sur la domination masculine, était à jeter au panier purement et simplement parce que c'est un homme. Ça, je pense que ça pose quand même question. Et l'autre conséquence qu'on peut tirer de ces savoirs situés et qui serait problématique serait de dire, puisque les savoirs sont situés, qu'il y a toujours un point de vue, on ne se préoccupe plus de critères de vérité ou d'objectivité. Et on assume le caractère fondamentalement, voire exclusivement militant, et on ne rend pas de compte à une certaine exigence de
soumission du travail à la critique, respect de l'objectivité des faits, ouverture à des arguments contraires, rationalité ou rigueur des raisonnements. C'est-à-dire qu'il y a donc, à mes yeux, des critères classiques de la scientificité. Tout être humain doit pouvoir en être un acteur, et il y a des règles de rationalité, d'administration de la preuve, d'ouverture à la contradiction, qui, à mes yeux, doivent être maintenues. Mais on peut défendre des savoirs situés sans forcément se libérer totalement de ce genre d'exigence minimale de l'éthos scientifique. Revenons encore sur un autre grand sujet de critique de la pensée woke, pour ceux en tout cas qui la définissent comme telle, le fait que l'on aurait là une menace contre l'universalisme. C'est ce que défend par exemple le philosophe Jean-François Braunstein, invité de nombreux plateaux de télé français pour son livre « La religion woke ». Pour tous ces auteurs woke, il y a une critique très délibérée des Lumières, c'est-à-dire de l'universalisme, l'idée d'homme abstrait, même si, évidemment, je ne dis pas que l'universalisme, ça marche, c'est un idéal, et c'est pour ça qu'il me semble que c'est une critique des Lumières. Donc moi, je pense que c'est effectivement, en ce sens, c'est une doctrine contre l'émancipation. Alors, ces luttes, rassemblées sous le vocable de woke, seraient-elles un anti-universalisme ? J'ai posé la question à Vincent de Corbiter. Alors de manière peut-être un peu provocatrice, mais je commencerai par dire que la sensibilité woke est une des héritières de l'universalisme. Le principe fondamental de l'universalisme, c'est l'égalité entre tous les êtres humains. Alors on peut bien rappeler que historiquement, des défenseurs de l'universalisme ne sont pas allés jusqu'au bout de leur programme ou de leur logique et ont maintenu des inégalités fortes sur la question du genre, sur la question des peuples de couleur, du colonialisme ou autre, mais le principe même de l'universalisme, c'est l'égalité. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La nébuleuse woke est d'abord l'héritière, me semble-t-il, de cette exigence-là. Nathalie Grandjean prolonge, en estimant même que les différentes luttes à l'œuvre sont même plutôt nécessaires pour aller vers un universalisme vraiment universel. On ne peut plus, je pense, accepter un universel qui continue, en fait, à ne pas travailler pour plus d'égalité. Parce que c'est ça, finalement, aussi le grand hiatus, c'est que l'universel est fabriqué comme concept pour que tout le monde apparaisse dans une situation d'égalité de droit. Mais on se rend compte qu'en fait, dès le départ, l'universalisme ne permet pas à tout le monde d'y entrer. L'exemple le plus simple, c'est le droit de vote des femmes. Les femmes, voilà, à la fois étaient évidemment des citoyens, citoyennes, mais en même temps, combien de temps ça a mis jusqu'à ce qu'elles puissent voter ? Ceux qui voulaient l'égalité au départ ne la voulaient pas pour tout le monde. Alors ça, par exemple, il y a beaucoup de philosophes, notamment Annette Bayer, une américaine, qui dit bah oui, en fait les fameux droits de l'homme ou les droits fondamentaux, au départ, ce ne sont pas les droits pour tout le monde, ce sont les droits pour ceux entre privilégiés qui ont en fait entre eux n'ont pas envie forcément de se disputer pour qui a le plus, etc. Donc c'est finalement une espèce de règlement contractuel de distribution des droits, des moyens, etc. et des richesses pour ceux qui peuvent rentrer dans le cercle de ceux qui sont acceptés comme des citoyens à part entière. Donc oui, les droits. Moi, je pense que c'est effectivement les féminismes, toutes ces luttes antiracistes pour plus d'égalité sont des luttes en fait qui vivifient la démocratie et qui ne font que vivifier l'idéal de départ. Une sorte de prolongement donc du projet de base de l'universalisme. Mais Vincent de Corbiter ne rejoint pas pour autant Nathalie Grandjean sur toute la ligne. Là où on peut commencer à diverger, c'est sur le fait qu'il y a aussi dans l'universalisme une conception anthropologique consistant à dire, pour reprendre la formule consacrée, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Toute personne qui partage la condition humaine est susceptible d'entendre et de comprendre, de partager l'expérience de tous les autres membres de l'humanité, par-delà tout ce qui nous différencie pour des raisons historiques, culturelles, éventuellement ethniques, géographiques, etc., etc. Là, ça veut dire tout le monde est susceptible d'entendre tout le monde, de comprendre tout le monde et de parler de tout. Et il y a effectivement dans certains combats woke une tendance à dénier ce droit égal à la parole ou à la capacité de compréhension et à considérer que seules des personnes noires, par ailleurs
femmes, par ailleurs musulmanes, éventuellement, les trois sont possibles, vivent une expérience spécifique que seules les personnes, par hypothèse, noires, femmes, musulmanes, peuvent comprendre et qu'elles seraient seules légitimes à dénoncer, pour lesquelles elles seraient seules légitimes à se battre. Si on prend cette tendance spécifique chez certains auteurs, chez certains militants, à réserver l'analyse, l'expression, la défense des droits de telle et telle catégorie aux membres de ces catégories, là on est en contradiction directe avec l'universalisme. J'ajoute que ça ne veut pas dire que c'est du communautarisme critique très classique en France. Je vois bien pourquoi on fait cette critique, mais moi il me semble que dans le communautarisme, il y a la revendication de droits spécifiques pour les communautés en jeu. Ça me paraît pas particulièrement développé. Je n'ai pas encore entendu dire il faut des quotas de femmes, de personnes transgenres, de personnes de couleur dans des institutions et que à travers ces quotas, ces personnes auraient un droit juridiquement consacré à peser sur les circuits de décision en fonction de leur appartenance. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On peut considérer que dans certains cas, on a tendance à essentialiser les appartenances, à dire qu'une personne qui a été racisée, considérée comme noire dans l'œil des Blancs, va voir toute sa vie définie par cette expérience-là, et on peut considérer qu'elle a une simplification. Ça ne débouche pas encore, me semble-t-il, de manière visible sur la revendication de droits spécifiques des Noirs en tant que tels. Si on accepte des politiques de discrimination positive, avisées de rééquilibrage. Donc, je pense qu'il faut être nuancé quant à l'opposition entre universalisme et nébuleuse woke. Je vais me risquer à un petit résumé de ce que je retiens de ce regard croisé entre Nathalie Grandjean et Vincent de Corbiter. Pour Nathalie Grandjean, le wokisme n'existe pas. Certes, il y a une série de traits communs aux luttes féministes, décoloniales, à l'écologie radicale, etc. Mais il n'y a pas une idéologie commune, ni même une organisation concertée entre ces différents mouvements. Pour la philosophe de l'Université Saint-Louis, on a plutôt affaire à une panique morale, une réaction collective disproportionnée, exploitée et exacerbée par la droite conservatrice et l'extrême droite. Une panique morale qui s'ancre dans le fait d'une société qui change et où certains que la société jusque-là avait installés dans une position dominante et privilégiée se retrouvent à devoir partager le pouvoir, à voir leurs privilèges se réduire, ce qui crée des crispations et des incompréhensions, notamment chez ceux qui justement n'ont pas du tout l'impression d'abuser indûment de privilèges et s'estiment défenseurs depuis toujours de l'égalité et de l'universalisme. Vincent de Corbiter, de son côté, ne conteste pas fondamentalement cette vision, mais pointe néanmoins de potentiels problèmes si certaines conceptions plus radicales de ce qu'il décrit comme la nébuleuse woke devaient s'imposer. Notamment dans le fait de définir la légitimité d'une personne à s'exprimer sur un sujet en fonction de son origine ou de son appartenance à tel ou tel groupe. Ce qui revient alors à dénier à certains, à certaines, un droit égal à la parole et à la capacité de compréhension des enjeux, principe de base pourtant de notre idéal universaliste. Il pointe aussi le risque en science de ne plus reconnaître une série de critères communs de scientificité, de règles communes de rationalité, pourtant essentielles si on veut encore pouvoir parler un langage commun dans la recherche et enrichir justement la connaissance, y compris à l'aide des savoirs situés. Reste encore une dimension de ce débat que je voudrais creuser. Pourquoi ce mot wokisme s'est-il imposé à ce point dans le débat ces dernières années ? Pourquoi les luttes décriées à travers ce vocable suscitent-elles aujourd'hui des réactions aussi fortes, au point que pour certains partis, les plus à droite du spectre politique, c'est devenu un thème prioritaire de campagne, visiblement rentable électoralement. Parce qu'au fond, les luttes féministes, les luttes antiracistes, les luttes écologistes, elles ne sont pas vraiment neuves. Comment expliquer cette cristallisation et polarisation particulière ces dernières années, ces derniers mois ? Je pense qu'on mobilise un sentiment de déstabilisation et d'angoisse multiforme qui peut être très présent dans des groupes entiers de la société. Cette nébuleuse woke, elle s'en prend à des privilèges, à des formes de mépris ou de racisme
population blanche à l'égard d'une série de populations de couleur ou d'origines multiples et variées ou de religions minoritaires. Elle s'en prend à un certain nombre de convictions religieuses. La thématique du choix de l'identité de genre, de la transsexualité ou des transgenres ou de la non-binarité, c'est en contradiction totale avec le livre de la Genèse, Adam et Ève. S'il y a bien une binarité assumée, c'est celle-là. Ça interpelle les personnes dans le quotidien, le plus élémentaire, par exemple en tant que parent. Quand on vous demande de développer une éducation non genrée, de ne pas chercher à donner un prénom masculin au féminin, des couleurs masculines ou féminines, des prénoms masculins au féminin, etc. On a l'impression de recevoir des leçons sur ce qu'il y a de plus personnel, à savoir la façon dont on fait famille. Moi, je ne suis pas du tout étonné que des personnes se sentent simplement agressés dans leur monde, questionnés dans leurs évidences les plus fondatrices, parce que c'est bien ça que la nébuleuse woke tente de déconstruire, et elle le revendique. Il y a toute une série de stéréotypes, de domination symbolique, de codes de comportement, de sciences, de discours, etc., que l'on ne supporte plus. Et si on va jusqu'au bout de ce programme de déconstruction, il est normal que des personnes se sentent totalement affolées et cette réaction alors d'ultraconservatisme et d'hostilité à l'égard de ce qu'elles considéraient comme une menace wokiste véritablement prégnante. Ceci dit, pour Nathalie Grandjean, c'est précisément parce que la droite ultraconservatrice, notamment aux États-Unis, a construit tout un discours désignant le wokisme comme l'ennemi, que ces peurs bien naturelles et compréhensibles qui vivent dans la population sont aujourd'hui exacerbées. Ça a été toute l'intelligence politique de Trump de montrer qu'en fait, les minorités, ce ne sont pas les minorités afrodescendantes, mais les minorités, c'est vous, les hommes blancs en déclassement. Alors, on sait qu'en fait, la masculinité ou la virilité, elle se construit toujours sur le dos des femmes d'abord, mais aussi des minorités. C'est-à-dire que pour être un homme fort, viril, etc., ou ce qu'on appelle aussi les masculinités hégémoniques, il faut pouvoir être plus puissant et donc écraser les autres. Et donc ça a été vraiment l'intelligence politique de Trump de montrer qu'en fait, les minorités, c'était pas les afrodescendants, mais les minorités, c'était les hommes blancs en déclassement social, qui avaient perdu leur emploi, qui galéraient pour pouvoir nourrir leur famille. Et donc, Make America Great Again, c'était exactement ça. C'était désigner le wokisme comme étant l'ennemi qui n'allait pas permettre à ces gens de se reconstruire et pouvoir reprendre leur dignité d'homme, en fait, leur masculinité, leur dignité d'homme. Et c'est ce qui a vraiment permis à Trump de se faire élire. Et on voit que ça marche très bien, que Trump surfe là-dessus et que quelqu'un comme DeSantis, il va continuer à faire ça, d'ailleurs. Ça permet finalement de reprendre cette difficulté des classes populaires, de classes ouvrières, on les appelle comme on veut, en fait, de vivre un nouveau déclassement. C'est très facile de dire, mais vous voyez, c'est la faute aussi de toutes ces idéologies qui font que finalement les femmes, les personnes racisées, mais aussi les trans, enfin tous ces drôles de personnes qui ont l'air un peu malades finalement, vont aussi nous voler notre place. C'est comme si cette place, même si elle n'est pas une grande place, elle était quand même celle qui nous constituait en tant que sujet politique. Et donc ça, je pense que c'est ce trame qui m'inquiète beaucoup, en tout cas, et qui m'inquiète pas que moi d'ailleurs, mais qui fait que c'est comme ça que tous ces extrémismes prennent place dans le champ politique. C'est parce qu'ils promettent ça. Et le wokisme est cette espèce d'outil parfait ramassé en un seul mot, qui tient sur 2 clics et qui permet de dire oui, voilà. Le tout avec l'aide de réseaux sociaux dont on sait que les algorithmes favorisent les passions tristes et survisibilisent les clashs entre les opinions les plus polarisées. Ce qui fait que beaucoup de citoyens regardent de loin un débat qui parfois leur échappe, tant ils ont l'impression que ce sont les expressions les plus radicales qui dominent. Je voudrais terminer avec une réflexion encore de Vincent de Corbitaire, qui, après avoir évoqué ses réserves et ses inquiétudes par rapport à certaines incarnations plus radicales des combats woke, tenait à ajouter cette précision essentielle, à mettre en regard de l'épouvantail souvent agité par l'extrême droite.
Je n'ai pas connaissance d'un programme, je dirais, révolutionnaire ou de transformation de l'ensemble du fonctionnement de la société qui constituerait donc en tant que tel une menace. Là où, chez les adversaires les plus résolus de ce qu'ils appellent wokisme, une droite très conservatrice ou l'extrême droite, là on voit un programme politique global qui est beaucoup plus directement menaçant pour les libertés, y compris de la recherche, y compris du débat public et y compris pour les conditions élémentaires de la coexistence quand on dénonce le simple fait qu'il y ait des étrangers en un certain nombre sur un territoire, comme si le nombre, par principe, faisait problème. Voilà ce que j'avais envie de retenir de mes 2 entretiens passionnants avec Nathalie Grandjean et Vincent de Corbiter, que je remercie pour le temps consacré. Forcément, j'ai traité tout cela au travers de mes prismes. Je ne prétends aucunement à une vision neutre de ces enjeux, même si j'ai essayé autant que possible d'écouter et de comprendre l'analyse de chacun des 2 experts interrogés, afin de vous donner des clés pour vous faire votre propre opinion dans un débat qui, qu'on le veuille ou non, marquera les prochaines campagnes électorales. Vous écoutiez Le Tournant, un podcast de La Première avec, à la réalisation sonore, Jonathan Remy. Je vous rappelle que tous les épisodes précédents de cette série sont sur Ovio. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Et si vous souhaitez réagir à ce numéro en particulier, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, tournant@rtbf.be.